Comme Ayam le disait si bien, on n'est pas né sous la même étoile. Oui, j'ai raté une carrière de rappeuse. C'est cette phrase en tout cas qui m'est revenue quand Rabat est venu me raconter son histoire. Et j'ai compris que derrière ce mec, avec qui je bosse, avec qui je monte sur scène, avec qui je tape des barres, derrière ce mec qui me semblait être comme moi, se cachait l'histoire d'une enfance hors norme, ponctuée de drames mais aussi de coups de pouce du destin. Rabat raconte joliment, avec humour, avec amour, au micro de Dédrama. Allez, ça part. Donc c'est moi qui parle. Ouais, quand tu veux, mon Rabat. Et c'est bizarre, hein, ça fait un peu séance de psy. Là. Et tu sais que j'en parle à personne, ça en plus. Enfin, si, il y a des gens qui connaissent un peu, mais en vrai, tu sais, moi, dans ma vie, il y a un truc qui s'appelle la résilience et c'est ce qui a fait toute ma vie, tu vois. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu, je me dis, ça y est, c'est passé. Maintenant, je vais pas faire en sorte que ça me retienne pour la suite, tu vois. Donc, à tout moment, je pleure. Hein. Moi, tu sais que j'ai trop envie de me rapprocher de toi. Genre, mon micro, il est loin, j'ai la tablette là, je suis là. Bon. Je suis là. Moment d'intimité. C'est vrai que s'il y a des moments, si on entend, ça veut dire que je pleure. Non, pas du tout. En fait, il faut savoir que j'ai vraiment fait la paix avec tout ça. Parce qu'il y a une vraie résilience. Mais moi, j'ai vécu... j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois, dans le 93, ouais. Okay, au 3000. Donc, tu peux pas faire plus niqué que il y a 30 ans au 3000 à Aulnay-sous-Bois, dans les quartiers nord. J'étais avec ma mère et en fait, j'ai 2 frères, mais on était 3. Enfin, on était 4, mais j'en ai que 2 là. Parce que justement, mon petit frère Ali est mort à la naissance. Ok. Chez moi. What? C'est-à-dire que en fait, il est mort parce que ma mère a accouché chez moi. Et moi, je l'ai vu, hein, je me rappelle de cette image. Hein, c'est-à-dire que je vois ma mère, on avait une chaise, tu sais, une chaise où il y avait des trous dans la chaise, parce qu'on était vraiment pauvres. Et donc, je me rappelle de voir le placenta, enfin, de voir un truc... Et personne l'a accouché? En fait, non, parce qu'avant, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, en fait, et à la cité, il y avait une cabine téléphonique, mais elle était tout le temps cassée. Donc, mon père est sorti pour trouver quelqu'un, pour appeler les pompiers de je sais pas quoi. Enfin, bref, je sais pas comment il s'est débrouillé. Mais je me rappelle d'avoir vu, du coup, mon frère Ali, qui était vivant, chez moi. Et le problème, c'est que, en fait, ils ont coupé, mes parents, le cordon ombilical. Ils ont pas fait de nœud. Et du coup, il est mort d'une infection ou quelque chose comme ça, ouais. Ouais. Putain. À la naissance. Tu l'as vu, vous étiez tous là? Moi, non, il y a que moi. Mon grand frère, lui, c'est vraiment un mec des cités qui du coup, même très tôt, faisait sa vie. Moi, je vais avoir 9 ans. Et lui, il avait 10 ans. Il était pas chez moi. Je me rappelle qu'il était pas chez moi. J'avais mon petit frère, mais il a 5 ans de différence avec moi. Donc lui, il dormait. Et ma mère m'a dit de le porter, le gamin. Tu vois? Et donc, j'ai porté un gamin alors que j'avais 8 ans et un gamin qui avait plein de sang sur lui. Mais ce que je savais pas, c'est que ça allait changer ma vie totalement. Parce que à l'hôpital, en fait, là où j'en suis aujourd'hui, c'est un peu grâce à Ali. Tu vois? Je dis pas que j'ai tout réussi, hein, mais à l'hôpital, ma mère, elle a pété un câble. Elle était déjà sous médoc. Hein. Ali, il est né 1 mois ou 2 mois avant, mais ma mère, elle prenait vraiment énormément d'antidépresseurs. Elle prenait au début du Survector, après du Zoloft. Enfin bref, elle était sous antidépresseurs, mais elle a vécu des trucs vraiment pas cool. Notamment avec mon grand-père, que j'ai appris très tard, qui lui a fait des trucs pas cool. Et mon père, surtout, il était pas là. Il était accro au jeu, tu vois. Et, quoi, au truc de casino, machin? Au tiercé, au casino. Tu sais, il croit, même encore aujourd'hui, il croit qu'il va gagner. Je dis, frangin, ça fait, t'as 60 piges, ça fait 40 ans que t'as rien gagné, c'est bon, lâche l'affaire, fais autre chose, tu vois. Et en fait, si tu veux, ce gamin, Ali, on l'a amené à l'hôpital, du coup, les pompiers sont arrivés, on l'a à l'hôpital, il est mort à l'hôpital. Et là, il y a une infirmière, Dieu bénisse cette infirmière, qui a du coup fait un signalement aux services sociaux parce qu'elle voyait que ma mère était pas apte à s'occuper de nous et que mon père n'était pas là. Et donc, du coup, a fait un signalement aux services sociaux. Okay. Et à partir de ce moment-là, on a été suivis par une dame qui s'appelle Madame Gaulle. Ta mère l'a pas mal pris? En fait, Madame Gaulle m'a dit plus tard que mon père, il voulait vraiment pas. Fierté algérienne, tu vois. Il était là, non. Et que ma mère a vu que c'était le seul moyen pour qu'on s'en sorte. Et donc, du coup, elle a accepté de le faire, quoi, tu vois. Et Madame Gaulle, du coup, elle nous suit. Et au début, elle voit que ma mère essaye de faire des efforts. Donc, ce qui se passe, c'est que, bon, du coup, on devient clairement des gamins de la... Avant, ça s'appelait la DAS, maintenant, c'est la ZE. Mais on était des gamins de la DAS. Mais, si tu veux, la semaine, on était placés en internat. Donc, moi, la chance que j'avais, c'est que j'étais bon élève, tu vois. Mais toute la semaine, j'étais en internat. Donc, j'ai grandi qu'avec des Mamadou, des Mokhtar
et des Yacine. Et je me retrouve en internat avec des Mathieu, des Philippe, des Aurélie, des Morgane. Que leur daron voulait pas voir la semaine. Mais exactement ça. D'autres problématiques. Le daron, il travaille trop, alors que moi, c'est ça. Voilà. Il joue trop. Et moi, j'arrive et je suis très mal habillé. Je suis un gars des quartiers. Tous les étrangers, on s'était retrouvés. On n'était que 5, 6 à la base. Les enfants d'origine étrangère. Il y avait Steven Kimpembe. Lui aussi, il était placé. C'était un Congolais. Il y avait 2 Chinois. Eux, ils étaient pas placés, mais ses parents, tu sais, ils habitent dans le 19e, ils voulaient pas qu'ils soient en école dans le 19e, et c'est trop mes potes aujourd'hui, ça s'appelle Les Chauds. Il y avait un Rodrigue, qui est aussi mon pote, qui lui est camerounais. Enfin bref. Et du coup, on traînait ensemble, tu vois, mais toute la semaine, j'étais avec eux, et j'avais des cours de culture catholique, enfin tu vois, des trucs. Je faisais de la harpe et du patchwork. Mais c'est exactement ça. J'allais là-bas et je faisais que des trucs comme ça, tu vois. J'étais là, ok, j'ai appris le théâtre là-bas. Les gens ils sont là, tu veux faire du théâtre? Bah non, je veux pas faire du théâtre. Laisse-moi tranquille. Moi, je suis une Kaira et finalement j'ai fait du théâtre. Et le week-end, j'allais voler des voitures avec mon pote Boulette dans les voitures. Hein. Pas des voitures, j'avais que 10 ans, mais on tapait des voitures. On se débrouillait comme on pouvait. On piquait un CD dans une voiture. Mais c'est exactement ça. Et après, on le revendait et tout. Non, mais laisse tomber. On faisait des arnaques nulles. Mais ce qui nous permettait d'avoir un peu d'argent, tu vois. On allait voler des cartes Pokémon et on les revendait. Enfin, bref. Et en fait, j'étais placé à l'internat avec mon grand frère. Il était en classe relais. Et le week-end, on rentrait chez moi. Mais quand on pouvait pas rentrer chez moi, soit on allait dans des familles, mais c'était assez rare que nos familles nous acceptent, genre, à l'heure, tu vois. Ou soit on dormait dehors, tu vois. Ça arrivait ça arrivait souvent. Dans quel cas tu dors dehors? Quand je rentre et que ma mère elle ouvre pas la porte parce qu'elle est pas. Parce qu'elle dort, parce qu'elle est sous médoc et que du coup elle capte soit elle est pas. Complètement, enfin tu vois. Elle avait pas conscience de quel jour on est, machin. Ouais, ou qu'elle veut pas ouvrir parce que je sais pas de trucs. Et ben moi je me retrouvais dehors avec mon petit frère, tu vois. Et je me rappelle, on lui racontait des trucs en mode ouais non mais on fait une nuit à la belle étoile et tout. Je pense qu'il s'en rappelle même plus lui, tu vois. Et tu rendais le truc funky. Alors que nuit à la belle étoile. On va faire un Koh-Lanta dans la cité. Je te jure, et t'entendais des papas. C'est là non t'inquiète. Non en vrai il y avait pas beaucoup de tirs de coups de feu. Mais du coup voilà. Et moi on m'a beaucoup proposé de vendre de la drogue très tôt parce que ils savaient que j'étais un peu plus intelligent que certains autres. Et j'ai toujours refusé. Tu vois, j'ai toujours refusé. Et surtout, mon grand frère, il avait que 2 ans de différence avec moi et il refusait que je traîne avec les gens. Mauvaise fréquentation. De sa bande. Ouais. Non. De sa bande à lui. Bah oui, parce que sa bande à lui, ça allait de ma génération à la sienne et ils traînaient tous ensemble. Et lui, il disait non, tu traînes pas avec eux. Et donc, moi, en fait, j'étais le mec où, en plus, très vite, je suis passé de leader à vraiment voler des trucs et tout, à très vite, je rentrais, je traînais avec un Asiatique, le seul, qui s'appelait Thierry Nguyen, il avait une maison, et je traînais avec Nordine parce que personne voulait traîner avec lui. Et en fait, on avait notre bande le week-end, tu vois, et très vite, je me suis mis à lire des livres et à faire des trucs comme ça, et donc les gens, ils étaient en mode... Tu sais, ils me connaissaient, ils me respectaient parce que j'avais quand même fait mes preuves, je m'étais battu et tout ça. Déjà, quand tu t'es battu, que tu voles des cartes Pokémon et qu'on te voit lire un livre. Oui, c'est ça. Et donc, les mecs, ils étaient là. Putain, il lit des livres. C'est qui, lui? Et tu sais, ils me vannaient. J'avais les cheveux longs en plus. Donc, enfin, bref. En vrai, je détonnais un peu. Mais tu vois, en fait, petit à petit, je commençais à rentrer dans le moule de l'école catholique, l'école privée, tu vois. Et moi, ça allait très bien dans l'école privée. Sauf que mon grand frère, il s'est fait virer. Et à 14 ans, il a pété un câble et il a dit, vas-y, je veux plus être suivi. Et en fait, la DAS, ils sont censés quand même t'accompagner et tout. Mais si tu rejettes, ils ont tellement de trucs à faire que mon père, c'était une période où il était revenu. Et mon père est allé à la DAS et lui, il a toujours rejeté la DAS avec mon grand frère. Et il leur a fait croire que mon grand frère, il travaillait, que tout allait bien, que lui, il était revenu. Enfin bref, ça a duré 1 an et mon grand frère, après, il est parti en couille. Il a même pas le brevet, il a rien du tout, tu vois. Et moi, ils m'ont proposé à ce moment-là d'arrêter aussi. J'ai dit, bah non, je continue. J'ai dit non, moi je continue, tu vois. Et j'ai été dans cette école catholique jusqu'à mes 18 ans. J'ai passé mon bac à 18 ans parce qu'en fait, j'ai redoublé la 6e. Pas parce que je suis con, parce que je n'ai pas fait ma première 6e. C'est-à-dire que, en fait, j'ai fait l'école primaire, j'ai gagné le concours kangourou. Enfin bref, j'étais vraiment un bon élève. Concours kangourou? Ouais, c'est un concours de maths. Vous allez faire quoi? Non, je l'ai gagné. C'est bon, ça. Et en fait, à la 6e, ma mère, elle commençait à vraiment être malade. Et en fait, j'étais avec elle pour l'accompagner, l'aider à faire ses courses, l'accompagner chez le médecin, enfin, tu vois. Et j'allais pas à l'école. Et mon directeur de l'école primaire dans laquelle j'étais, il me kiffait trop, il savait que j'avais du potentiel. Il est venu me chercher
Oh. Et il m'a ramené à l'école, tu vois. Il est venu dans la cité, tu sais, c'était un mec qui s'appelait Monsieur Artigue. Mais comme dans les films. Je te jure. Il est venu à la cité, il m'a mis un gros coup de pression. C'est rare, hein. Et il m'a ramené à l'école. Sauf que ça a duré 2 semaines et tout ça. Et après, finalement, j'ai été placé à l'internat. Mais quand t'es placé, c'est dans des villes qui sont à combien de kilomètres de chez toi ? Non, là, c'était à Vaujours. C'était à côté à chaque fois. Ouais, c'était pas très loin parce que, en fait, ma mère, elle a dit, j'accepte qu'il soit suivi, mais je veux quand même les voir. Et donc, du coup, ils se sont mis d'accord avec mon éducatrice pour que on se voit le week-end avec ma mère, tu vois. Ok. Et c'est pour ça que j'étais qu'à l'internat, j'étais pas dans une famille d'accueil. Mais par contre, tous les étés, on était placés en famille d'accueil. Et toutes les vacances scolaires, on était placés en famille d'accueil. Mais dans des familles d'accueil en Angleterre ou en Espagne, enfin, tu vois. En fait, ça fait un peu plus voyage, mais en vrai, c'était vraiment des familles d'accueil. On était en Angleterre et on faisait rien. On était dans une famille d'accueil, tu vois. C'est énorme. Et du coup, ça a duré jusqu'à mes 18 ans. J'ai passé mon bac là-bas. J'ai appris le théâtre là-bas. Enfin bref. Et quand je passe mon bac, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle un contrat jeune majeur. C'est-à-dire que pendant 3 ans, l'État me finance un appartement sur Paris et me donne de l'argent. Je suis placé en foyer, hein, c'était un foyer. C'est là où j'ai rencontré mon meilleur pote, Mustapha. Et en contrepartie, moi, je dois prouver que je suis pas un gangster, que j'ai un projet solide, enfin voilà. L'État te finance soit 3 mois, soit 6 mois, soit 1 an. Mais c'est très rare, 1 an. Parce que c'est une inspectrice. Tu dois rencontrer une inspectrice avec une psy et tout, et discuter avec l'inspectrice et lui dire pourquoi tu as besoin de ça. Tu vois. Et l'inspectrice, à la fin, te dit non. Ça arrive très souvent, parce que c'est vraiment beaucoup d'argent pour l'État, te donne 3 mois, 6 mois. Et moi, à chaque fois, elle me donnait 1 an. C'est-à-dire, elle me mettait des vrais coups de pression, je sais pas, pour me tester ou je sais pas quoi, tu vois. Et à la fin, elle me donnait 1 an. Et je me rappelle que les éducateurs qui m'accompagnaient là-bas me disaient, waouh, t'as une force de persuasion de dingue et tout. J'étais là, bah ouais. Et je lui faisais croire que j'étais dans le tourisme, que je travaillais dans le tourisme. Mais en fait, je faisais du théâtre, je faisais mon école de théâtre. Et en fait, parce que tu disais que ça allait être beaucoup moins vendeur le théâtre et qu'ils n'allaient pas t'octroyer. Ils n'allaient pas m'accepter du tout. Et en fait, tous les ans, je faisais, je suis dans le tourisme en BTS. En fait, je m'inscrivais en BTS. Donc, tu avais la preuve, les papiers. Je faisais des trucs. Il y a même une fois, j'ai trafiqué un bulletin de notes. Enfin bref, tu vois. Et en fait, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais du théâtre. Donc, j'étais en école de théâtre. Sauf que contrairement à tous les autres qui, leurs parents payaient le loyer, leurs parents payaient la bouffe, leurs parents payaient tout ça, moi, à l'école, il fallait que je la paye moi-même. Donc, j'ai raté toutes les soirées, tous les trucs, parce que le soir, j'allais travailler à l'internat. C'est-à-dire qu'à l'internat, ils m'ont tellement kiffé et tout ça, ils connaissaient ma situation qu'à la fin, ils m'ont appelé et ils m'ont dit, est-ce que tu veux venir faire pion, tu vois? Et c'était un CDI, mais je gagnais sur 700 € par mois, tu vois. Plus l'État me donnait 300 €, plus je m'étais arrangé pour avoir une bourse. Enfin bref, j'ai vraiment arnaqué le monde à ce moment-là, j'avoue. Oui, mais c'était c'était pas pour acheter de la drogue. Non, j'ai jamais acheté de la drogue, jamais. Enfin, tu vois, je suis vraiment contre tout ça. J'ai jamais fumé. Mais finalement, l'objectif, quand l'État t'aide pour ça, ils veulent être sûrs d'investir pour quelqu'un qui va s'en sortir. Exactement. Et c'est réussi. Exactement. Donc, et en fait, le seul truc, c'est qu'ils veulent qu'on s'en sorte, tu vois. Donc, j'ai 21 ans, je quitte ce truc-là et je sais pas où aller. Là, je te raconte même pas une histoire, hein, je te raconte vraiment toute mon histoire. Normalement, c'est une anecdote pour les prochains épisodes, ok? Et je réussis à rentrer dans un logement social, mais c'est 9 mètres carrés, sans douche, sans toilette, ok? Et à cette époque, en fait, ma mère va vraiment plus bien, mon père, il est parti, et ma mère, elle fait d'hôpitaux en hôpitaux, enfin, tu vois, et personne peut s'occuper de mon petit frère. Et donc, je deviens ce qu'on appelle son tiers digne de confiance. Je deviens officiellement son tuteur, ok? À ton frère ou à ta mère? À ton frère. À mon petit frère. Et ma mère mon mère, n'importe quoi. Et l'État me donne 300 € D'accord. Par mois pour m'occuper de mon petit frère. Mais du coup, tu le prends avec toi dans les 9 mètres carrés? Et du coup, on est à 2 dans 9 mètres carrés pendant 3 ans. Sans douche, sans toilette. C'est une galère. Il y en a sur le palier au moins? Oui, il y en a sur le palier, ouais. Mais la douche, elle fonctionnait vraiment pas. Genre, on allait se doucher dans des trucs de sport ou chez des meufs, des trucs comme ça. Qu'est-ce que j'ai pécho à ce moment-là? En plus, ça marchait bien à ce moment-là. Je dis ça, mais bref. Et en couple avec une bombe à ce moment-là. Depuis 5 ans. Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'étais avec mon petit frère et en fait, mon petit frère, il commençait à partir en couille et tout. Et je suis allé le récupérer. Il s'était fait virer de son école. Je suis allé le récupérer à la cité. Je me suis embrouillé pas mal là-bas parce que il commençait à vraiment partir en couille. Et surtout, en fait, j'ai fait un prêt pour lui payer son école parce que je me suis dit, il a rien, il a même pas le brevet. Et du coup, je vais payer son école, un CFA de serveur, tu vois. Ok. Il voulait faire ça? Non, mais je me suis dit, il a fait sérieusement après? Quel job il peut faire partout, tout le temps.
Et du service, tu vois. Et donc, il l'a fait. Il a failli être viré et tout ça. Enfin bref, il l'a eu. Et là, aujourd'hui, il travaille dans le service. Il a travaillé à Dubaï et tout ça. Mais il vient de sortir de 2 peines de prison, tu vois. Donc là, il vient juste de sortir de prison. Je l'ai eu au téléphone juste avant. Il est sorti de prison et il arrive à s'en sortir, tu vois. Donc voilà. Et mon grand frère, il a 4 enfants. Mais il est toujours à la cité, à peu près là où on a grandi, vraiment pas très loin. Mais tu sais, pour eux, c'est dur de sortir. Donc quand ils me voient et qu'ils voient que moi je suis parti loin, que je fais ma vie, et que en vrai là je suis dans un milieu qui ressemble pas du tout au milieu dans lequel j'ai grandi, hein, tu vois, mais qui n'a absolument rien à voir, à part des petits stand-uppers à droite à gauche, tu vois. Ils savent ce que tu fais, tes parents? Mon père, ouais. Mais en fait, si tu veux, mon père, c'est vraiment un escroc. C'est-à-dire, quand il m'appelle, je sais qu'il veut juste m'escroquer. Non, mais c'est vraiment... c'est un escroc, genre... Genre de l'oseille ou c'est plus complexe? De l'oseille, il a escroqué pas mal de gens autour de lui. Enfin, vraiment, c'est un escroc. Il a jamais travaillé, il a escroqué l'État. Enfin, bref. D'ailleurs, s'il décède, faudrait vraiment que je renonce à la succession parce que sinon, je vais me retrouver avec toutes ces dettes. Oui, faut se renseigner sur ça. Je me suis déjà renseigné, j'ai renoncé à la succession de ma mère, qui est décédée. Et ma mère, elle est morte, du coup, quand j'avais 23 ans. D'accord, donc c'était pas longtemps après, quand tu vivais avec ton frère, ça a été un peu après ça? Non, c'est quand je vivais avec mon frère. Parce qu'en fait, à 21 ans, j'ai habité dans mon 9 mètres carrés pendant 3 ans. Et ma mère, elle est morte quand j'avais 23 ans. Donc, je vivais avec mon frère à ce moment-là. En lien avec les médocs, des choses comme ça ou pas du tout? Non, elle est morte d'un cancer du poumon. Okay. Parce qu'en fait, si tu veux, elle allait d'hôpitaux psychiatriques en hôpitaux psychiatriques. Et là-bas, ils peuvent pas sortir. Ils leur interdisent de sortir. Et du coup, ils ont une salle qu'on appelle le fumoir. Et elle y allait tout le temps. Et je pense que la clope, plus, c'est comme si c'était une salle comme ça. Où c'est fois 100, quoi. En fait, ma mère, si tu veux, quand elle a été transférée, elle est morte à l'hôpital Bichat. Elle est morte à l'hôpital du Bichat. Et quand elle a été transférée, c'était moi son numéro. Donc, il m'appelle et j'arrive à l'hôpital. Et ma mère, elle est sous perf et tout ça. Et le médecin, il nous dit, elle ne se réveillera plus. OK. Donc, quand il dit ça, je suis avec mon petit frère, parce qu'on vivait ensemble à cette époque. On sort tous les deux. Moi, je vais à droite et lui, il va à gauche. On pleure de nos côtés. Tu vois, et on revient et comme si on n'avait pas pleuré, tu vois, j'appelle mon père, j'appelle mon oncle, j'appelle tout le monde, ok, et pendant tout ce temps je suis dans la chambre avec ma mère. Et là quand mon oncle arrive, donc on est tous là, elle se réveille, madame, je te jure, et elle avait un tuyau, tu sais, dans la bouche, donc elle ne pouvait pas parler, elle respirait grâce à son tuyau. Et elle avait une ardoise, mais elle ne savait pas écrire. Et je me rappellerai tout le temps. Elle a écrit « Je vais mort », mais « je vais V-A-I-Z ». Okay, je vais mort, je vous aime tous. Tu vois. Je veux dire, elle nous a vraiment dit au revoir, quoi. Tu vois. Putain, c'est ouf. Et après, on lui a enlevé son truc. Et pendant 5 minutes, 10 minutes, on lui disait qu'on l'aimait et tout ça. Et elle était là, elle rigolait avec nous. Et en fait, même, elle a fait une vanne sur un Chinois qui travaillait là. Enfin, tu vois. Enfin, bref. Et elle savait qu'elle allait mourir. C'est-à-dire, t'imagines la dignité. Elle savait. Surtout que mon père et moi, elle m'a jamais vu vraiment pleurer d'adulte, tu vois. Et que quand elle a ouvert les yeux, j'étais en train de pleurer. Mon père, il voulait pas qu'on lui dise qu'elle va mourir. Et mon grand frère lui disait, si, tu vas mourir. Tu vois. Et donc, du coup, elle était vraiment en mode, je sais que je vais mourir, mais... je vous dis au revoir. Et donc, du coup, ça m'a tellement facilité la vie, ce moment-là. Putain. Facilité le deuil, d'avoir pu lui dire je t'aime, merci pour tout. Et elle nous a dit je serai en haut, je veillerai sur vous. Oh, putain. En fait, c'était tellement un cadeau. Tu vois, c'était pas. Enfin voilà, elle est morte. Mais c'est pas comme si. On t'appelle pour te dire qu'il y a un mec de 35 ans qui est mort d'un accident de voiture et que la dernière fois que tu l'as vu, c'était il y a 3 semaines et que vous êtes engueulés, tu vois. Là, pendant 10 minutes, on a eu ce cadeau de pouvoir lui dire au revoir, tu vois. Ça. Chacun notre tour, mon père, il lui a dit, voilà, j'ai envie qu'avant que tu partes, que tu m'excuses et tout. Ma mère, elle lui a dit, je t'excuse et tout, enfin, tu vois. Oh, putain. Et je sais qu'elle veille sur nous. Et enfin, bref, c'était vraiment un escroc, mon père. Mais sauf que en fait, il s'est jamais occupé de nous vraiment. Je crois qu'il nous aime profondément, mais il s'est vraiment jamais vraiment occupé de nous, tu vois. Tu les as vus en pseudo couple ou juste tu les as vus dans la même pièce, mais pas. Jamais. Moi, mon père, j'ai jamais vu faire un bisou à ma mère. Mon père. Après, nous, on était très pudiques. Mon père, depuis que je suis tout petit, il dort. T'as pas senti l'amour non plus. Il dort dans le salon, alors que ma mère, elle dort dans sa chambre depuis que je suis tout petit, tu vois. On avait genre 2 chambres. Moi, je partageais avec mes 2 frères une chambre. Ma mère, elle dormait dans l'autre chambre, et mon père, il dormait dans le salon. T'ont vu sur scène ta famille ou pas? Ma mère, jamais,
parce qu'elle est décédée avant, mais c'était son plus grand rêve, hein, tu vois. Et en fait, ma mère, et ça je vais le dire dans mon spectacle, je pense, spoiler alerte, mais ma mère, en fait, à chaque fois, quand elle allait dans les hôpitaux psychiatriques différents, elle disait que j'étais comédien. Tu vois, alors que j'étais juste en école de théâtre. Ouais. J'avais encore rien fait. Enfin, si, j'avais fait des petits trucs vite fait d'école de théâtre, mais j'étais pas comédien. Elle croyait en toi déjà, quoi qu'il arrive, quoi. Et elle disait à tout le monde, et quand je venais, elle faisait genre, voilà le comédien qui arrive. Voilà. Tu vois, elle faisait genre, alors, t'as bien joué avec Mel. Enfin, tu sais, elle donnait des noms comme ça, pas Mel Gibson, mais elle était là. Alors, comment ils vont, Jean-Paul Belmondo? Il faisait genre par rapport à ses potes, et moi j'étais là, ouais, il va bien et tout. Et ses potes, tu sais, c'était que des mecs de psychiatrie, donc ils étaient là. Ok, tu lui diras bonjour. Tu diras à Benoît Poelvoort que je l'aime beaucoup. Oui, oui, pas de t'inquiète, problème. je lui dirais. Enfin, je rentrais dans son jeu, tu vois. Et mais en fait, elle m'a jamais vu jouer. Mon père, il m'a vu jouer une fois quand j'ai joué au Trianon, une pièce de Goldoni, et donc c'était vraiment blindé et tout, et il m'a vu là. Mon petit frère, il m'a déjà vu pas mal de fois. Et ton père est pas parti dans les loges. On le retrouve au vestiaire, dans les mains dans les sacs. Mais je te jure, non mais laisse tomber. Des fois, il a déjà contacté des potes à moi pour lui dire ouais, Rabat, il va pas bien, tu peux me donner de l'argent et tout. Alors que le mec, il était à côté de moi. Il disait c'est qui lui? J'étais là, putain, merde, c'est mon père. Enfin vraiment, c'est un escroc, mais comme c'est un escroc. Voilà, tu peux pas dire le mot, autre chose que ça. Le mot est là, quoi. Escroc, c'est lui. C'est résumé. Voilà, tout simplement. Et mon petit frère, en fait, on a été très très proches avec mon petit frère. Et après, mon petit frère, il a commencé à me faire des trucs vraiment chelous, à voler chez moi. Enfin, tu vois. Ouais, une rupture de confiance, un mot. Ouais, c'est ça. Donc, et tes frères, ils allaient voir ta mère à l'hôpital aussi quand il y était? Ouais. Mon grand frère, il y allait tout le temps, mais mon grand frère, il y allait aussi parce qu'il était en galère et que ma mère, elle touchait une pension et qu'elle lui donnait à chaque fois 20 balles, tu vois. Et elle se sentait exister comme ça. Et mon petit frère, il y allait aussi, des fois. Ouais. T'étais un peu le chouchou de ta mère, non? Non. non, moi, j'y allais pas. C'est-à-dire que moi, j'avais ma vie à Paris, j'avais ma meuf, enfin, tu vois. Et je regrette. T'avais envie justement de te détacher. Enfin, c'était pour te préserver, j'imagine. Inconsciemment ou pas? Bah peut-être, mais en fait le truc c'est que si tu veux, je travaillais la nuit, la journée j'étais à l'école de théâtre, c'était en mode honte de stress. Il y a pas de temps. Et ma mère, il y a plein de fois, et ça c'est un truc que je regrette grave, hein, il y a plein de fois où en fait elle avait plus de cheveux, plus de sourcils et tout, et elle se préparait pour moi. Tu vois, et il y a des fois j'y allais pas. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où, et ça m'a fait souffrir pendant longtemps. Elle croyait que t'allais venir. Voilà, et elle était préparée, elle était, tu vois, et finalement j'y allais pas. Mais de toute façon, tu pouvais pas deviner qu'elle allait partir aussitôt, tu pouvais pas deviner que... Ben ouais, bien sûr. Il fallait bien que j'imagine qu'il y a des moments, t'es là, t'es dans ta vie, dans ton truc, tu peux pas. Et qui te disait ça? Tes autres frères? Qui te l'a dit après coup? Non, c'est qu'elle m'envoyait des photos d'elle. Elle disait, je m'étais préparée et tout. Enfin, tu vois, et moi, j'étais là. Oh. Après, tu vois, en vrai, quand t'as pas perdu quelqu'un, il y en a plein qui voient le numéro de leur maman s'afficher sur leur téléphone, qui font flemme de répondre. Mais en vrai, vraiment, aujourd'hui, je donnerais vraiment beaucoup pour juste repasser une après-midi avec elle, tu vois. Tu m'étonnes. Mais bon, c'était il y a 10 ans maintenant, presque. Et... Ça fait 10 ans, là? Ouais, c'était en 2012. On est en 2022, c'était il y a plus de 10 ans. Ton père, il a été présent pour vous Ouais, mon père, il était là à ce moment-là. À ce moment-là, il était là. On est allé l'enterrer en Algérie. Donc, vous avez fait le seul voyage en famille, entre guillemets, pour cette occasion, quoi. Ouais, c'était vraiment étrange. Parce que là-bas, t'as un truc où c'est des hasanettes, c'est des bons points. Oui. Okay, et en fait, là-bas, si tu touches une tombe, tu gagnes plein de hasanettes. Et donc, du coup, nous, on portait notre tombe, je me rappelle très bien. Non, mais je te jure, mais je portais la tombe de ma maman, c'était vraiment ça. Avec mon père, enfin bref, avec ma famille. Et il y a des mecs qu'on connaissait pas du village qui nous poussaient pour toucher la tombe. On a manqué 3-4 fois de tomber, tu vois. Mais non. Ouais, je te jure. Par contre, je connaissais bien le principe des hasanettes, mais pas du tout de quand tu touches une tombe. J'étais choqué. Moi, j'étais là, je m'embrouillais avec eux, sauf que c'était des blédards. Ils parlaient même pas français, des blédards de la montagne. Il leur manquait des chicots et tout. Je te jure, ils étaient là. Je comprenais rien à ce qu'ils disaient, tu vois. Et c'est la hasanette. C'est exactement ça. Le même accent en plus. Et moi, je me suis beaucoup embrouillé avec mon grand frère. Parce que ma mère, son préféré, c'était mon grand frère. Même s'il a vraiment fait beaucoup de conneries et tout, c'était clairement mon grand frère parce qu'il allait à chaque fois la voir. Elle se sentait vraiment utile. Moi, je pense que je suis celui dont elle était le plus fière, tu vois. Oui. Elle était fière de moi. Mais elle était beaucoup plus proche de mon grand frère. Oui, pas autant de proximité, mais grosse fierté. Ouais, c'est ça, grosse fierté pour moi. C'est cool, si elle a vécu des trucs hyper durs, un parcours de dingue,
de te dire que tu rends ta mère fière dans le contexte dans lequel elle a grandi, c'est pas donné du tout à tout le monde. Mais en fait, c'est là où j'étais quand j'étais en foyer, il y a une meuf qui une éducatrice qui est venue et qui m'a dit ouais, je peux faire mon mémoire sur toi. Et je lui dis ok, mais pourquoi? Elle m'a dit parce que j'ai lu ton dossier et t'as vraiment vécu des trucs vraiment pas cool. Et pourtant, t'avances et tout. Et je trouve que c'est trop bien et tout. Et c'est elle qui m'a dit la première fois qu'elle faisait un mémoire sur la résilience, tu vois. Et c'est elle qui m'a dit la première fois ça. Et j'étais là, ok, cool. Mais si tu veux, moi, j'ai toujours avancé sans me dire ah ok, ça va, je suis bien. Mais c'est vrai que quand je retourne à la cité pour voir mes neveux, je me dis ouais, il y en a, ils ont pas bougé quoi. Non, mais c'est quand tu compares. C'est quand tu compares que tu réalises le chemin parcouru. Ah ouais, il y en a, ils ont pas bougé alors qu'à la base, on avait les mêmes cartes. Même moi, j'avais moins de cartes. En fait, ma mère, elle avait une sclérose en plaques. On lui a enlevé la moitié de l'estomac. Ça, les médicaments lui ont quand même détruit ça, tu vois. Oui. On lui a enlevé la moitié de l'estomac. Elle avait une sclérose en plaques. Elle avait pas mal de maladies, tu vois. Et donc, du coup, ouais. Si tu veux, en vrai, je m'occupais de mon petit frère depuis que je suis en 6e. C'était moi un peu son papa, tu vois. Enfin, bref. Est-ce que, du coup, quand t'es dans une situation de... Bon, on le dit toujours, hein, des gens qui ont le plus la niaque de fou, c'est il s'est passé quelque chose, il y a un truc qui s'est fait tout seul et tu t'es dit, ok, je peux compter que sur moi-même, donc là, je vais niquer des portes. Non, parce que, en fait, j'ai franchement, la chance que j'ai eue, c'est qu'on est en France. Et ça, les gens qui crachent sur la France, ils se rendent pas compte que la chance que j'ai eue, c'est que tout mon parcours, j'ai été accompagné par la France, donc par la DAS, en plus, Madame Gaulle, je fais du name dropping parce que c'était vraiment j'étais sa première famille. Ah C'est-à-dire la première fois qu'elle arrive, c'est nous. Elle s'est occupée de quelqu'un. Ouais, elle était jeune, du coup. Ouais, elle était toute jeune, ouais. Mais elle nous a accompagnés vraiment. Et là, elle va prendre sa retraite. T'es encore en lien avec elle? Ouais. Oh. Ouais, là, ça fait 25 ans. Enfin, moi, elle m'a connu, j'avais 8 ans. Tu vois. Et des fois, on se voit, on mange ensemble et tout, tu vois. Et en fait, Madame Gaulle, elle nous a vraiment sauvés là-dessus. Le fait que j'ai été placé dans des familles en Angleterre, j'ai appris à parler anglais. Enfin, pas mal de trucs comme ça. Après, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai su en profiter. Mes 2 frères, un peu moins, tu vois. Mais moi, j'ai su en profiter. Et parce que t'avais un contact. Après, j'ai réussi à avoir, de mes 18 à 21 ans, à séduire l'inspectrice pour qu'elle me donne 3 ans de trucs. Après, à mes 21 ans, j'ai eu un logement social, tu vois, où quand je pouvais pas payer, j'avais les appels. Enfin, tu vois, en vrai, t'avais une intelligence relationnelle au-dessus aussi. Oui, je pense aussi. Et surtout, j'ai toujours une bonne mémoire. Donc, du coup, en fait, à l'école, j'avais pas besoin de beaucoup travailler, tu vois, pour briller. Enfin, après, j'ai jamais été dans les 2 premiers, hein, mais j'ai toujours été. De toute façon. J'ai toujours été assez bon, quoi. Et quand les profs, j'imagine qu'à l'école, quand on sait d'où tu viens, c'est peut-être parfois encore plus valorisé de se faire putain, le mec, il gère sans être vrai, le tout premier de la classe. Les profs m'adoraient. Et je me rappelle qu'un jour, il y a un surveillant qui m'a dit que le CPE avait dit Rabat, il est intouchable. C'est-à-dire que, en fait, le patron de l'internat, à un moment, il avait dit en une réunion, on touche pas à Rabat, genre. Tu vois. Mais je faisais rien. J'étais juste, tu sais, comme aujourd'hui, quoi. J'avais ma joie de vivre. Je faisais ma vie. Enfin, tu sais, j'étais pas particulièrement. Non, mais t'avais déjà cette énergie de. Voilà, c'est tout. On ressent pas de. Mais tu sais. Ouais. Nous, peut-être que les auditeurs vont écouter ça et vont se dire putain, vraiment. Et encore, j'ai pas tout raconté parce qu'il y a des trucs qui sont un peu plus glauques et que je préfère garder pour moi, tu vois. Mais si tu veux, moi là d'où j'ai grandi, il y a des histoires qui sont encore pires. Enfin, tu vois. Moi, j'ai vécu à un endroit où vraiment quand on se levait le matin et qu'on disait lui il est mort, et ben on était là, ok. Enfin, tu vois. On commence la journée quand même et puis dans 2 jours il y en aura un autre. C'est ça, quand même pas. Mais on était en mode c'est normal. Moi, j'ai grandi dans un milieu où on ne mangeait pas. Après, je me suis rattrapé, hein, t'inquiète même pas. T'inquiète même pas qu'après, j'ai bien mangé. Pour ceux qui n'ont pas l'image, fais un petit 36 Rabat. Ouais, il y aura une petite photo, Non, mais en vrai, en fait, on mangeait pas. Genre, on allait au resto du cœur, c'était normal. Et il y avait des gens autour qui étaient pires que nous. Donc ça va, tu vois. Mais ouais. Du coup, en fait, là, j'ai surtout envie de dire dans ce podcast, merci Lazeux, l'ancienne DAS, quoi. Merci beaucoup. Parce que, en fait, on a trop une image de CPT, de ouf et tout. Mais en fait, si tu sais saisir les opportunités, franchement, mortel, quoi. Toutes ces expériences, est-ce que tu as l'impression que chez toi, ça te fait ressentir qu'il n'y a rien qui est impossible ? Non, ça me fait ressentir
en fait, là, je suis en train d'écrire un spectacle. Tu sais, j'ai beaucoup fait de tours, hésité à l'écrire et tout ça. Et finalement, tout le monde me disait, mais faut que tu parles de toi. Et moi, je me disais, mais non, je vais écrire un spectacle qui s'appelle Déterminé. T'as une exclue de ouf, là. Ça, c'est une exclue. Déter. Parce que je vais parler de déterminisme social. C'est-à-dire que je vais parler de l'endroit où tu vis, l'endroit où tu grandis. C'est ce qui détermine aussi ta vie. Et qu'on n'est pas tous avec les mêmes chances. Et en fait, le seul truc que je me dis, c'est que je me dis, j'avoue que sur 2-3 trucs, j'ai quand même déjoué les pronostics, quoi, tu vois. Disons que j'avais pas les bonnes cartes en main et que j'ai bien réussi à bluffer, tu vois. C'est clair. Mais ouais, j'ai bien réussi à bluffer alors que j'avais pas les bonnes cartes en main. Mais après, il y en a plein qui ont des parcours différents. Et ça veut pas dire que quand tu nais dans une famille riche, que forcément tout va bien dans ta vie, hein. Enfin, tu vois. Ah non, il y a parfois bien sûr, tu vois. Bien sûr qu'il y a d'autres problèmes, mais dans tous les cas, c'est hyper intéressant de dire aussi que les gens que t'as croisés, enfin, c'est marrant, on a l'impression que ont été mis sur ton chemin que des bonnes personnes qui ont voulu t'aider. Mais parfois, ces personnes-là, elles n'ont pas eu que des bonnes... Quand elles vont aider un gamin dans une famille, elles sont pas toujours bien accueillies. C'est toi aussi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, t'accueillais de manière positive. J'ai vraiment su saisir les opportunités. Ouais. C'est-à-dire qu'à la base, j'avais 8 ans. Donc pour moi, Madame Gaulle, c'est juste la meuf qui t'amenait au Quick. Alors que ça faisait 2 jours que j'avais pas mangé, tu vois ce que je veux dire? En fait, elle nous amenait au Quick et à chaque fois, mes parents ils disaient dis-lui que tout va bien, dis-lui que tout va bien. Et donc on allait au Quick et on tapait nos longs chicken, nos trucs. Et elle était là, ça va? On disait ouais, tout va bien à la maison, mais elle voyait bien qu'on avait 8 ans et qu'on tapait 2 menus, enfin tu vois. Elle voyait bien que si elle te proposait un 4e long chicken, ça passait easy. Que t'allais le prendre, enfin tu vois, elle le voyait. Et donc du coup, c'est là où elle était vraiment forte, c'est qu'elle a jamais vraiment forcé, mais elle a réussi à prendre les infos qu'on lui donnait pas. Parce que nous, on a quand même ce truc de loyauté, de toujours dire ouais, même si tu rentres chez toi, ta mère, elle te calcule pas avec ton père, il vole l'argent. Poucave tes parents. Nous, on attendait le 5 du mois, parce que le 5 du mois, c'est là où il y a la CAF qui tombe et tout ça. Mais il y a des fois où mon père, il se barrait, il revenait sans argent. C'est-à-dire que il avait tout claqué. Il claquait tout. Mais il n'y a pas un moment donné où il a gagné, même une petite somme où il est arrivé en disant waouh. Jamais. Ouais, il y a un moment donné, il y a pas de bol. À un moment donné, juste un petit moment donné où on allait mieux. Mais c'est parce que mon grand frère commençait à vendre de la drogue. Et que des fois, je me levais, j'avais 50 € à côté de mon visage, mais parce qu'il savait que je savais, mais que je disais rien, tu vois. Et donc, je crois qu'il m'achetait un peu, tu vois. Mais moi, ça m'allait, hein, continue à m'acheter. Ça m'allait, hein. Vas-y. Ouais, donc là, à ce moment-là. Le retour du Nesquik. Je me rappelle, il y avait 2-3. Le retour du Nesquik. Il y en avait pas. Avec les 50 balles, t'en faisais quoi? Non, je sais même plus, mais il y avait 2-3 moments où je me rappelle que ça allait un peu mieux. Après, c'est assez étrange parce que quand j'étais vraiment petit, si tu veux, de l'autre côté, j'ai quand même grandi. En face de moi, il y avait une famille malienne. En bas, c'était des Indiens. En face, enfin, tu vois, c'était fou, quoi. J'ai grandi au milieu de pas mal. On jouait au foot. Enfin, je veux pas faire le vieux con. Je dis pas, il y avait pas de réseaux sociaux. Mais, en vrai. C'est pas faux, il y avait de l'échange en tout cas. Oui, il y avait de l'échange. Voilà, moi, les gens ils sortaient de chez eux, quoi. Belles années, et c'est ce qui a travaillé aussi ma répartie. Tu sais, on se vannait à longueur de journée. Ah oui. On était en bas du bloc et on se vannait, on faisait que ça, tu vois. Et je sais qu'un jour, je crois en 2000, je sais plus combien, ou même avant, je crois en 1900 et quelques, j'étais élu meilleur vanneur de la cité. Non. Je te jure, on avait fait un concours. Qui votait? On avait fait un concours. Tous les potes, tous les gars. À la Yo Mama, on était là autour, on faisait un concours, c'était un par un. Et celui qui avait la meilleure vanne, il grimpait. Et à un moment, j'étais devenu le meilleur vanneur de la cité, tu vois. Et non. Je te jure. Après le concours kangourou, le concours de vannes. Ah bah, j'ai grandi dans un village entouré de cités. Donc on était un peu les irréductibles gaulois du village et on traînait avec tous les gars de cité autour sur la place du village, au petit stade, au lavoir. Et cette culture, bon déjà mon père, c'est vraiment, c'est une obsession de la vanne et tout et de dédramatiser et tout ça. Et j'ai flashé quoi. Moi j'allais dans un collège privé vraiment où tu sais pas le patchwork, le truc avec des bonnes sœurs, c'était horriblement ennuyeux, mais vraiment horrible. Et je savais que le bus me déposait au village. Il y avait la cité, mais vraiment que des potes, enfin que des trop drôles quoi, que des barres de rire. Et à chaque fois c'était qui veut son ticket. Tu te faisais vanner jusqu'à pleurer et rentrer chez toi. Le lendemain tu revenais avec le sourire. J'ai une copine, une fois c'était raser la moustache et après du coup elle était obligée de se la raser tout le temps. Mais arrête. Et du coup elle se faisait appeler moustache et genre quand il commençait à se mettre à 5.
sur elle et elle partait et elle rentrait à pied. Il fait, vas-y, je te dépose en scooter. Non, laissez-moi. Et quand il commençait au lavoir et qu'il disait, qui veut son ticket, j'étais là, je fais, putain, on va se faire enchaîner. Bah, ça permet, après, c'est con, mais après, t'as l'autodérision, t'as le rythme de la vanne, t'as tout ça. Après, la non-susceptibilité aussi. Si on pleurait, on se faisait défoncer. Oui, c'était les nanas qui chialaient, pas les mecs. Ouais, non, mais c'était trop. Mais en fait, nous, on se rend pas compte, et je sais que c'est un truc un peu cliché ce que je vais dire, mais là-bas, on voit que des footballeurs qui réussissent, mais là-bas, il y a des gens qui sont très drôles, il y a des gens qui sont très intelligents, il y a des, tu vois. Mais le périph fait qu'on le verra jamais, parce qu'en fait, on a fait en sorte de nous laisser là-bas. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte qu'on nous accepte pas à Paris, qu'on n'est pas les bienvenus, qu'on soit pas du tout les bienvenus, hein. Que ce soit pour le prix de l'immobilier, tout ce que tu veux, mais on soit pas le bienvenu à Paris. Et là-bas, on avait un cinéma, on avait un centre commercial vraiment pas cher, on avait tout ça. Donc, en fait, quand t'es à Aulnay, les gens ils me disent, la première fois que t'es monté à Paris, c'était à 18 ans. Bah ouais, parce que avant. Ah, la première fois que t'es allé à Paris, ça. Non, parce que je suis allé dans des gares quand même, tu vois. Ouais. Mais la première fois que j'ai visité Paris, c'est quand je suis venu y habiter. Énorme. Avant Paris, ça me semblait hyper loin, alors que c'était à 20 minutes de RER. Ouais. Et moi, j'étais là, c'est hyper loin, flemme. Et quand j'ai commencé à habiter à Paris, donc à 18 ans, quand j'ai eu mon bac et que j'ai été placé à Paris dans un foyer dans le 20e, pour le truc jeune majeur, là, et ben c'est là où j'ai commencé à vivre à Paris, tu vois. Il faut se rendre compte qu'on n'est pas avec les mêmes chances. C'est-à-dire là, par exemple, Marie, ma copine, elle fait 3 instruments. C'est-à-dire que quand elle était petite, ses parents, ils avaient le luxe de lui payer 5 000 euros son violoncelle, de lui payer les cours et de l'accompagner, de la revenir. Enfin, tu vois. C'est ça. Ouais. Après, ils vont dire, ouais, mais il y avait les MJC. Les MJC, c'est pas la même chose, les gars. Ah, mais non, mais rien à voir. Tu vois, c'est-à-dire que, en fait, la musique, c'est pas fait pour les pauvres. Être musicien, c'est pas fait pour les pauvres. Oui. C'est-à-dire que j'avais 2 parents vivants, mais mon père, il était pas là et ma mère, elle était complètement malade. Donc, donc il n'y avait pas de personne prenait soin de toi, prenait le temps de t'éduquer, de ou machin. Juste donc me tu donner à manger. Solo, quoi. En fait, j'allais faire des trafics, à voler dans des trucs, à me faire taper par des gitans, à me faire Non mais je te jure, à un moment j'ai volé dans une voiture et en fait c'était une voiture de gitans. Ils m'ont couru après avec une gratte. Mauvaise pioche. Ouais, mauvaise pioche. Mais heureusement que j'étais avec Boulette. Je le raconte dans un autre truc. Et Boulette il s'est fait attraper avant moi parce qu'il courait moins vite que moi. C'est le seul mec. Comme son nom l'indique. C'est ça. C'est le seul mec en France qui courait moins vite que moi. Boulette, désolé, mais tu m'as sauvé à ce moment-là. Mais si tu veux, faut avoir confiance que moi, c'est un concours de circonstances qui a fait que, et j'ai pas envie d'être l'exception ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, j'ai pas réussi ma vie. Je suis bien, tu vois. Et j'ai encore à accomplir pas mal de trucs. Mais qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. C'est parce que, comme je le racontais, mon frère, il voulait pas que je traîne avec eux. C'est parce que je me suis mis à l'internat, que d'un hasard total, j'ai fait du théâtre, enfin voilà. Il y en a qui ont pas cette chance. Juste mon petit frère, par exemple. Mon petit frère, il a fini en prison parce qu'il fallait bien il a pas fini en prison parce qu'il a tabassé quelqu'un ou il a agressé sexuellement quelqu'un. Il a voulu s'en sortir. Il est fini en prison parce qu'il a voulu s'en sortir. Il a fini en prison parce qu'il a fait un trafic de voitures parce que fallait bien qu'il gagne des sous, parce qu'il a fait un cambriolage parce qu'il était à la rue et voilà. Tu le jugeais pas, tu lui en voulais pas, ou tu disais quand même t'as déconné, t'aurais eu un autre moyen? En fait, moi je l'ai beaucoup aidé, mon frère. C'est-à-dire je l'ai aidé jusqu'à mes 26 ans. Tu vois. Sauf qu'à chaque fois que je l'aidais, il me faisait une dinguerie. Et à un moment donné, je lui ouvrais à chaque fois ma porte, il venait dormir chez moi quand même. À un moment donné, je lui ai dit c'est bon, j'ai plus envie d'entendre parler de toi. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à partir en cacahuète. Et là, je le revois depuis quelques temps et il va beaucoup mieux. C'est-à-dire, il travaille, il a envie de faire de la scène. Je pense que la première peine de prison. Il veut faire de la scène aussi. Ouais, la première peine de prison, l'a vraiment, lui a rien fait. C'est-à-dire, il était en colo. En plus, c'était pendant le confinement. Enfin bref. Pourquoi il était en colo? Des fois, il m'appelait en vidéo. Il disait, regarde, on a du Coca, on a des Kinder. Le mec, il était SDF. Et là, il était dans une cellule avec un mec avec qui il s'entendait trop bien. Non. Il avait du Coca, il avait ça. Comme il avait pas balancé ses potes, il lui faisait des mandats, ses potes. Donc il était bien, tu vois. Il était là, il y avait une douche, il y avait une toilette, enfin tu vois. Alors que sa deuxième peine de prison, c'était pas prévu. Il était à Montpellier, à Villeneuve-les-Maguelones, une des prisons les plus flinguées de France. C'était pas la même histoire là. Et là, c'était pas la même histoire. Il s'est beaucoup battu, enfin tu vois. Il avait pas trop de potes, et du coup il l'a vraiment mal vécu sa deuxième peine. Alors il a arrêté. Il s'est dit vas-y c'est bon. J'ai fait 2 peines de prison, ça suffit.
Donc voilà, c'était une partie de mon histoire que je t'ai racontée, Edwina. Moi, je suis trop contente que tu me l'aies racontée. En tout cas, Edwina, je suis hyper content d'avoir été la première personne de Dédrama. Moi aussi, je suis trop contente. Non, mais en plus, vraiment, je pense que je suis le bon client parce que j'ai vraiment dédramatisé tout ça dans ma vie. Enfin, tu vois. Oui, c'était une philosophie de vie de dédramatiser les trucs pas cool. En fait, j'ai perdu un petit frère. Après, j'ai perdu mon grand-père. Après, j'ai perdu mon père, ma mère. C'est que tu lui dois beaucoup. Ouais, à mon petit frère. Pourquoi t'as dit ça? Parce qu'en fait, c'est parce qu'il est mort que c'est horrible ce que je suis en train de dire, mais c'est parce qu'il est mort que l'infirmière qu'il y a une enquête sur ma famille. Comment tu veux qu'il sache les gens ce qui se passe chez moi? Ouais. Et en fait, c'est parce qu'il est mort. À l'école, c'est l'école qui font des signalements parfois. Ils auraient pas fait peut-être. Non, parce que de l'école dans laquelle j'étais, bien sûr. Sinon, tu signales. Alors, j'aimerais signaler Mohamed, Mokhtar, Rafik, Mamadou, Salima. Oui, on n'a qu'une seule. Non, mais tu vois, en vrai, oui, il y avait trop de gens à signaler. Mais Ali, qui est décédé, sera né pour te sauver peut-être. C'est ça. C'est un don de, je sais pas, c'est Dieu qui l'a envoyé, qui l'a repris, tu vois. Après, et t'as l'impression qu'il est entre guillemets en énergie avec toi. Est-ce que tu en vrai, crois en ça qui pourrait t'aider? Je sais que ma mère est en énergie avec moi, total, tu vois. Ça, je le sais. Et je sais qu'elle veille sur nous. Et Ali, c'était un bébé, je le connais pas. Tu vois ce que je veux dire? J'ai juste vu porter une fois. Donc, mais je sais qu'il a servi à quelque chose dans mon parcours. Ouais. Je dis toujours, on était 4, tu vois. Ouais. C'est important. On était 4. C'est clair. Carrément, mon frère, il a ajouté au stylo bic son nom sur le livret de famille. Au début, je trouvais ça un peu débile. Mais je dis toujours, on était 4. Ils sont Ah oui, on te pose la question si on l'ajoute ou pas quand c'est un enfant... mort-né, ouais. Mort-né, t'as le choix. En fait, je croyais qu'il y était obligatoirement, moi. Non, on te pose la question. Et le pire, c'est qu'en fait, on n'avait pas de sous. Et donc, du coup, on a laissé l'enfant à l'hôpital. Tu vois, on l'a même pas enterré. Putain, oui. T'es un mon rabat. Merci de me livrer tout ça. Il n'y a pas de soucis. Hein. Bon, autant il s'appelle Dédrama. Si tu m'avais dit, viens, on fait un podcast où c'est les meilleurs moments de ta vie, peut-être que ça aurait été autre chose, ok? Et on aurait réussi à gauderie. à dramatiser. Voilà, je suis monté sur scène et c'était vraiment génial. Non mais voilà, merci à toi Edwina, c'est trop cool. Et en vrai, c'est trop chouette comme système. Je pense que je l'aurais pas fait n'importe qui, mais comme toi, je sais que j'ai confiance en toi, je sais que... Tu sais que je vais pas en faire n'importe quoi. Ouais, que ça va pas être un truc un peu putaclic ou je sais pas quoi. Non, et c'est que pour donner une bonne philosophie de vie, parce que combien on connaît de personnes... Toi aussi, tu dois avoir t'as des amis, il leur arrive des merdes, il arrive des trucs négatifs, mais dans tout, ils racontent et tout est dramatique et tout est truc et tout est négatif. Et quand quelqu'un... il lui arrive une merde, mais que t'es là, ça l'empêche pas, il peut pleurer, on peut se prendre dans les bras, on peut dire putain quelle vie de merde, putain c'est relou, mais à un moment donné, ok, une petite vanne, un truc positif derrière, ou une vanne, ou un truc qui dédramatise, ça change tout. Bien sûr. Ça change tout. Et c'est la vie de toute façon. On a besoin de ça, c'est ça qui sauve. Bon. Merci Rabat. Bisous. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté Dédrama, le tout premier Dédrama. Rabat, c'est pour moi un maître dans l'art de dédramatiser. Et aussi, je connais tellement de monde qui a sa place dans ce podcast et que j'ai envie de vous faire découvrir. Je vous le dis, c'est que le début. Alors, j'en profite, je tiens à m'excuser auprès des auditrices et auditeurs pour ma vulgarité. Voilà, en me réécoutant, je constate que c'est scandaleux, que le mot putain est une ponctuation chez moi. Promis, je vais essayer de m'améliorer.